Et Alexandre, on n'a plus de jus. Ah ouais, mais regarde. Oh, c'est magique, hein, quand même. Ouais. Et tu sais d'où elle vient, toute cette électricité, toi? Eh bien, de ce bâtiment, la SEIC, la Société électrique intercommunale, c'est elle qui nous fournit l'énergie, l'électricité à plusieurs communes de la région. On va revenir sur son histoire, 125 ans. Bah, 125 ans quand même, effectivement. Alors toi, tu pars sur le terrain, tu vas nous montrer à la fois une usine hydroélectrique et puis un poste de transformation, c'est ça? Oui, alors il y en a une qui produit de l'énergie, l'autre qui sert à acheminer l'énergie, puis surtout on va voir le tout premier bâtiment de la SEIC qui s'appelait encore la SEC à l'époque. Ah bah à tout à l'heure. Eh bah tout à l'heure, Andrea. Et puis bah pour ma part, en plateau, regardez, on y va. On va accueillir Dieter Giesiger, qui est le directeur de la SEIC, pour nous parler de cet anniversaire et nous parler aussi de toutes les transformations qui ont eu lieu dans le domaine de l'énergie. Voilà, je vous pose ici, ça va mieux comme ça, hein? Super. Et bah bienvenue dans Hors Cadre. La Société électrique intercommunale de la Côte célèbre ses 125 ans, l'occasion de retracer l'histoire d'une entreprise qui a débuté en fournissant l'électricité aux entreprises et aux habitants de notre région, de Gland et environ, en 1899, puis a créé le fameux tramway reliant Benien à Gland, ou l'usine hydroélectrique des Avouillons, pour aujourd'hui fournir plus de 12 000 clients en énergie et en télécommunications dans les communes de Gland, Prangin, Benien, Dhuillé, Coinsin et Vic. Alors, comment la SEIC fabrique-t-elle et achemine-t-elle son énergie? Quelles innovations énergétiques favoriser pour l'avenir? Eh bien, un reportage sur les principaux pôles énergétiques de la SEIC où on en retrouvera Andrea sur place. Et puis pour ma part, je suis en plateau avec le directeur de la SEIC, Dieter Giesiger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour célébrer cet anniversaire symbolique, hein, 125 ans. Qu'est-ce que ça représente, ces 125 ans pour la SEIC et pour vous? Mais c'est 125 ans d'engagement pour notre région, de lui amener entre guillemets, des innovations, de lui amener de l'électricité, d'évoluer avec les utilisations de cette forme d'énergie, finalement de développer aussi les télécommunications qui sont quand même relativement proches. C'est toujours souterrain, il faut toujours tirer des câbles. Et puis finalement, plus récemment également, d'amener de la chaleur, cette fois vraiment franchement renouvelable. On s'est inscrit là-dedans de distribuer à travers des réseaux de chauffage à distance de la chaleur aux habitants de notre région. Ah bah comme ça, voilà, vous venez de planter le décor et le sommaire un petit peu de notre émission parce qu'on va aborder un petit peu tout ça. Effectivement, hein, de la création donc avec ce pôle énergétique pour ensuite le développer en pôle d'énergie, hein, d'électricité à l'énergie, le chauffage, effectivement. Mais alors, comment est-ce que vous allez fêter cet anniversaire, dites-nous ? Alors finalement, on a toujours eu une très grande proximité avec nos clients, avec notre région. C'est pour cette raison-là, on a choisi vraiment de s'inscrire dans entre guillemets, les événements qui ont déjà lieu dans notre région. Et puis finalement de les amener, de les accompagner, de mettre une petite touche SEIC dans certains de ces manifestations. Alors les habitants de la région, de leur commune, ils vont découvrir qu'il y en a une petite touche, une petite animation dans différents événements qui se déroulent de toute façon. Ouais, comme lesquels, justement? Quels événements? Parce que alors, dans les 6 communes que j'ai citées, hein, mais quels événements? Dépourvu, il faudrait presque plus demander ça à mon département marketing. Je ne me souviens pas, mais il y a des événements qui sont organisés à Prangin, des événements à Benien. Il y en a finalement aussi à Gland. On est à plusieurs reprises, comme dans le Spring Run, qui a lieu dans quelques semaines, qu'on est présent, qu'on anime certains éléments. Et puis, évidemment, jeudi prochain, une date symbolique, finalement, la création de la société est un événement, soirée officielle, cérémonie officielle de fêter les 125 ans. Voilà, pour fêter donc ces 125 ans et puis expliquer aussi aux gens votre métier et ce que vous faites, parce qu'on va préciser que la SEIC, son métier principal, eh bien, c'est de revendre de l'énergie, d'acheter de l'énergie sur le marché et de la revendre pour fournir l'énergie, du coup, à la fois aux entreprises et aux habitants de notre région. Mais remontons dans le temps. Allez, 30 mars 1899. Dieter Giesiger, vous n'y étiez pas, bien sûr, à la création de cette entreprise. Comment est-ce qu'elle est née, la SEIC ?
C'est finalement 3 personnes qui ont cru dans cette nouvelle forme d'énergie, parce qu'à l'époque, l'électricité était relativement récente. Il y en a eu cette fameuse exposition où elle était présentée en 1899 à Paris. Il y en a eu l'exposition nationale à Genève en 1896. Et finalement, ces gens ont pu se voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électricité. On parlait encore de l'ampoule, on parlait de ces éléments-là. Il faut aussi retenir, l'électricité était vendue tout à fait au début en fonction des bougies que vous en avez chez vous. Parce que c'était une forme que les gens pourraient comprendre. Je remplace une bougie par une ampoule et puis il payait, entre guillemets, en nombre d'ampoules qu'il avait chez lui. D'accord. Voilà. C'est cette forme d'énergie qui venait d'apparaître, entre guillemets, là-dedans. Il y en a aussi en 1891, il y en avait finalement Brombovery qui était créé. En 1896, il y en avait Landis+Gyr qui était créé. Tous des grands fleurons de l'industrie électrique suisse. Et puis, c'est dans ce courant-là, il y en a des personnes qui ont fondé des sociétés, déjà comme SA. Elle n'était pas, entre guillemets, comme aujourd'hui, avec le capital action principalement dans les mains des communes. À l'époque, c'était des privés qui ont fondé cette société, qui ont cru dans cette forme d'énergie, et puis qui voulaient utiliser la force de la Promontouse pour produire de l'électricité. Avant justement qu'elle soit rachetée par les communes dans les années 50, mais on en reparlera après justement. Mais alors, à l'origine, il y a ce tramway. On va voir les images, justement, le tramway qui reliait Benien à Gland, qui est iconique. On en voit encore un bout de ses vestiges sur le fameux rond-point. Pourquoi ce tramway? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il a été précurseur au début des années 1900 et fondé par la SEIC? Moi, je pense qu'il faut se remettre dans le temps. À l'époque, le chef-lieu d'arrondissement, c'était Benien. Il y en avait le médecin qui était à Benien, le pasteur qui était à Benien, il y en a les écoles qui étaient à Benien. Il y en a pas mal de choses qui étaient finalement à Benien parce que c'était le chef-lieu d'arrondissement. Et puis, les personnes de la région, ils ont déjà connu le train qui circulait entre Lausanne et Genève depuis environ une quarantaine d'années. Et puis, il se disait, mais ce serait quand même plus commode si on pourrait se rendre à la gare de Gland avec un tramway ou alors remonter à Benien pour aller visiter le pasteur, le médecin. Et là, on a utilisé l'électricité. Voilà, l'électricité. Il y en a les tramways, il y en a environ, il y avait un tramway qui était créé à Vevey, qui faisait Vevey-Montreux. Il y en avait un tramway, le premier qui était créé à Orbe, Chavornay, aussi pour relier finalement Orbe, qui était chef-lieu, à la ligne de chemin de fer qui ne passait pas exactement dans le chef-lieu. Et donc dans notre région de la côte, c'était le premier, quoi. C'était un des tout premiers. Il y en a aussi un qui a été créé du côté Alamont, qui faisait finalement Alamont-Aubonne-Gimel. Il y en a des initiatives dans ce domaine-là qui se sont vraiment commencées à mettre en place. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de la voiture. La voiture était environ une dizaine d'années après. Et puis, finalement, on s'imaginait que le tramway était une prolongation des chemins de fer qui étaient déjà là depuis une quarantaine d'années dans la région. Avant qu'il soit remplacé, du coup, par les bus, forcément. Même période au tout début de la création, donc à l'aube des années 1900, la création de la SEIC, cette usine hydroélectrique des Avouillons. Et bien justement, je vous propose, Dieter Giesiger, qu'on retrouve Andrea. Andrea, tu es sur place. Justement, montre-nous alors à quoi ça ressemble aujourd'hui, cette usine hydroélectrique aux Avouillons. Qu'est-ce qui reste de l'origine et comment ça fonctionne surtout? Oui, bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Je vous présente Marc Vuarnet. On est ravis d'être en votre compagnie. On va faire ces visites avec vous. Alors, cette usine, cette toute première usine, elle est juste ici, derrière nous. Elle longe la route suisse. Juste derrière, je vous montre quand même la rivière, la Promontouse qui coule. Alors, Marc, on va un petit peu savoir comment tout ça fonctionne. Mais ce premier bâtiment, déjà, vous pouvez nous confirmer, c'est le premier bâtiment de la SEIC qu'on voit ici derrière nous. Oui, bonjour à tous. En effet, c'est le bâtiment historique de la SEIC, donc construit à la fin du 19e siècle, et donc il comprend l'usine hydroélectrique des Avouillons. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, Marc? Alors, c'est assez simple.
on turbine l'eau qui vient depuis les avions. Donc, il y a un barrage en amont, le barrage de Pont-Farbel, exactement, avec une conduite d'amener. Cette conduite d'amener fait transiter l'eau jusqu'à un bassin de rétention. Depuis ce bassin de rétention, on a une conduite forcée qui arrive jusqu'à la turbine. Et la turbine, ensuite, produit l'électricité pour la réinjecter sur le réseau de la SEIC. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a de l'eau qui arrive et elle ressort en électricité? C'est exact. Donc, on convertit l'énergie mécanique due à la pression de l'eau et au débit en énergie électrique via la turbine couplée sur le même arbre à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique, comme je dis, en énergie électrique. Et ça produit combien d'électricité? Combien de ménages, de personnes est-ce qu'on peut apprivoiser? J'arrive jamais à dire ce mot, purée. Combien d'électricité est-ce qu'on peut donner, justement? Alors, on a sur une production annuelle entre 600 et 800 000 kWh. Ça correspond environ à peu près à 200 ménages qu'on peut approvisionner par an. Approvisionner, vous le dites très bien, Marc. Allez, on va rentrer justement dans le bâtiment pour voir ces turbines. Donc, il y a une turbine qui est d'origine et une autre qui est plus récente. Exactement. Alors, ça fait un petit peu de bruit. Alors voilà, j'imagine que la plus récente, c'est celle-ci. C'est exact. Celle-là, elle date des années 90. Et juste à côté, nous avons la turbine d'origine. Voilà, la turbine d'origine qui fonctionne encore. Alors, elle ne produit plus d'énergie sur le réseau, mais on peut la faire fonctionner plutôt pour la démonstration, pour voir le fonctionnement plutôt mécanique qu'électrique de cette turbine. Alors, je vous montre parce qu'on a regardé aussi une partie des infrastructures qui sont historiques. Tout ça, concrètement, qu'est-ce que c'est, Marc, ce qu'on montre ici à l'image? Alors, c'est une très bonne question. Ça, c'est plutôt un perturbographe, je dirais, avec un compteur aussi, un compteur d'origine. Ici, on voit un petit peu tous les instruments de mesure de l'époque. Donc, on voit le courant, la tension, la synchronisation, la tension du réseau, l'excitation de la turbine, et puis voilà, avec différents commutateurs pour pouvoir justement commander cette turbine d'époque. On a l'impression que finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Hein. On voit qu'il y a le même format, c'est le même fonctionnement. Qu'est-ce qui a évolué? Alors, la technologie a quand même bien évolué. Sur la dernière turbine des années 90, on est quand même à une efficacité plus importante. La puissance aussi est améliorée. On est aussi sur un mode de régulation automatisé. C'est plus automatique. Là, c'était encore manuel sur l'ancienne turbine. Donc voilà, c'est une version améliorée. Après, elle est plus petite, elle est compacte, elle est moins robuste aussi, parce qu'on voit la machine de l'époque, elle a plus de 100 ans, elle est encore en bon état. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, sur les nouvelles technologies, le système est moins robuste et il est voué à être changé plus rapidement finalement. Ouais, la fameuse obsolescence quand même, moins peut-être c'est les matériaux. J'aimerais vous poser une question concernant l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécheresse avec les rivières qui s'assèchent. Quel impact est-ce que ça a peut-être au niveau de la production ici? C'est exact. Lorsque la rivière s'assèche, lorsque le débit est faible, on a tendance à moins produire. Donc voilà, on produit moins d'électricité. Donc ça a un impact en effet sur la production annuelle. On voit que pendant les périodes de sécheresse, en été, on a une production relativement faible. Alors que par exemple aujourd'hui, il a bien plu ces derniers jours, on a une bonne production. Vous nous disiez que cette usine ici permet de produire de l'électricité pour 200 ménages annuels. C'est une toute petite partie de la production de la SEIC. Ça représente combien? Alors, sur ce que la SEIC distribue, on est à peu près à moins de 1%. On est à peu près à 0,5%. Donc, c'est vrai que c'est marginal. Par contre, ça reste quand même intéressant. C'est pas négligeable et c'est aussi grandement valorisé justement dans le contexte de la transition énergétique. Alors voilà, ça c'était pour l'usine électrique ici aux Avouillons, bâtiment historique de la SEIC. Et puis on va se déplacer. Marc, où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Maintenant, on va aller visiter le poste électrique haute tension de Blois. Alors à tout à l'heure, Alexandre. Eh ben, je me réjouis. Merci Andrea pour cette visite. On te retrouve après justement au poste de transformation. À tout à l'heure. Dieter Giesiger, justement, cette usine hydroélectrique, c'était une révolution à l'époque. Aujourd'hui, elle est toujours là, mais elle représente, on l'a vu, qu'une infime partie de l'électricité que vous revendez, mais elle tient. C'est-à-dire que, et vous y tenez aussi. Pourquoi est-ce qu'elle a son importance? Aujourd'hui, c'est finalement de montrer que dans notre région, il y en a aussi des ressources qu'on peut exploiter.
Et puis, finalement, c'est quand même une production appréciable. Il faut finalement quand même valoriser cette possibilité-là. On a reçu aussi une concession aujourd'hui qui va durer jusqu'en 2034. Et nous, on espère de pouvoir la renouveler. Et le cas échéant, également regarder est-ce qu'on n'arrive pas encore à produire davantage à cet endroit-là. Ces possibilités, il faut toujours moderniser, regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais ce n'est pas extensible, parce que c'est vrai que là, on puise dans la Fromentouse. À la doubler, mais voilà. Il faudrait plus de cours d'eau, en fait, qu'on n'a pas chez nous. Ici, dans notre région, il n'y en a pas. Ouais. Dans notre région, c'est principalement le photovoltaïque qu'on peut mettre sur les toits. Et puis, finalement, dans un autre domaine, qui est le domaine de la chaleur, c'est la réflexion par rapport à la géothermie qu'on a aussi déjà parlé. Absolument, dont on va reparler après, parce que c'est intéressant aussi de se tourner vers l'avenir. Mais si vous le voulez bien, restons un tout petit peu encore dans le passé. Donc, création de cette usine hydroélectrique vraiment au tout début, c'était vraiment les fondements de la SEIC. Ensuite, comment est-ce que l'entreprise s'est développée et quelles sont les autres, on va dire, transformations notables durant un siècle ? Finalement, il y a un autre élément important. Au début, ils avaient des difficultés à vendre de l'électricité, à trouver des clients. Puis, c'était beaucoup finalement plus tard. Il y en a la clinique de la Linière, qui était un des premiers clients. Il y en a d'autres, des industriels à Nyon, qui étaient des clients. Mais pourquoi vous dites qu'il y avait du mal à trouver des clients? C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne croyait pas spécialement en l'électricité, on gardait le pétrole? Je ne pense pas que finalement, le concurrent était le pétrole, le concurrent était beaucoup plus le gaz. Ouais. Il y en avait une usine à gaz aujourd'hui qui a une autre signification à Nyon, qui produisait du gaz à partir du charbon. On appelait ça le gaz de ville. Voilà, c'était aussi à Lausanne ou à Genève, il y en avait ce genre d'installation. Et puis, les processus ont d'abord dû être adaptés pour pouvoir utiliser la forme électrique. Et petit à petit, avec les innovations qui sont apparues, évidemment, c'est allé de bon train. Puis une des étapes importantes était 1926, que finalement, cette usine ne produisait plus suffisamment d'électricité pour la région, pour les clients. Et c'est à ce moment on s'est interconnecté avec la société de la Force de Joux, qui valorisait déjà l'électricité de la vallée de Joux, en turbinant en clé cette eau qui descendait des deux lacs à la vallée de Joux. Et puis, finalement, ça c'était une des étapes. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y en a de nouveaux industriels qui sont arrivés à Gland, puis avaient besoin de beaucoup plus d'électricité. Et puis là, on s'est finalement interconnecté avec la Romande à un niveau beaucoup plus élevé. C'était la création du poste qui était en Verthelin en 1966. Il était inauguré, 40 ans après. Et puis, finalement, ce poste-là, on l'a remplacé en 2014, aussi en vue de l'arrivée du plus grand data center sur notre région. Et puis maintenant, finalement, je vous donne déjà un scoop, que finalement, il y en a encore un deuxième data center qui va s'installer à Gland. D'accord. Et puis probablement, on devrait doubler ce poste qu'ils vont aller visiter dans les années à venir pour pouvoir accueillir encore le deuxième data center. Donc, des potentiels de croissance pour la SEIC. Exact. Forcément, c'est bon pour votre business. Mais alors, il y a une autre date importante, c'est 1947. C'est le moment où les communes entrent en jeu, où les communes viennent justement chapeauter la SEIC. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, de passer d'une entreprise privée qui revendait de l'électricité aux entreprises et aux habitants de la région, avec un travail conjoint avec différentes communes de la région publique? Après la Deuxième Guerre mondiale, il faut se remettre dans cette période-là. Il y en avait vraiment un besoin incroyable en électricité, ce qui nous a même amené, entre guillemets, à la première période de pénurie que la Suisse a connue au niveau de l'électricité.
il y a le Conseil fédéral, on a dû décider d'arrêter des trains, par exemple. Alors, ce qu'on aurait pu vivre l'année passée, finalement, on l'a déjà connu en 47-48. Et puis, c'est à ce moment-là, les communes de la région, ils voyaient cette société qui était encore largement en main privée. Hein. Ils sont déjà entrés dans le capital action. Et ils craignaient que, à l'époque, le prédécesseur de la Romande Énergie d'aujourd'hui, qui s'appelait la Compagnie vaudoise de l'électricité, allait racheter, entre guillemets, cette société-là et que finalement, les besoins locaux ne seront plus pris autant en compte. Et c'est là que ces 6 communes sont engagées dans le capital action de la société et ont quasiment racheté toutes les actions. Donc ça a permis en fait de pérenniser l'entreprise et puis de lui permettre après de croître, on imagine. Dieter Giesiger, on a vu ensemble la manière dont la SEIC peut produire son énergie. Alors aujourd'hui, ça représente une infime partie de l'énergie qu'elle revend, mais on va en parler. On a vu cette usine hydroélectrique. Je vous propose qu'on retrouve Andrea sur le terrain et puis qu'on regarde comment est-ce que vous acheminez justement cette énergie dans la région. Alors, Andrea, montre-nous tout. Tu es au poste de transformation à Gland, hein, c'est bien ça? Oui, Alexandre. Alors, attends un petit peu, parce qu'on vient d'arriver en voiture, le temps que je remette tout ça de manière droite. Tu vois, je viens de me parquer juste ici à l'extérieur et Marc est en train d'ouvrir la porte. Ça sonne, l'alarme vient de sonner, j'espère que tout va bien, qu'il n'y a pas d'intervention en ce moment. Et il est parti. Ah, voilà, il me tire la porte, donc on va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà, Marc. Ça sonnait, mais tout va bien. C'est bon, j'ai désarmé la gueule. Vous avez désarmé. C'est question de sécurité, c'est ça. Pas Exactement. tout le monde peut rentrer ici. C'est exact. Alors, expliquez-nous où est-ce qu'on est, Marc. Alors, nous voilà au poste électrique haute tension de Gland. Donc ici, d'ici arrivent les lignes haute tension aérienne de Romande Énergie pour alimenter ce poste électrique. Donc ça s'appelle un GIS. Un GIS? Oui, c'est Gas Insulated Switchguard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un poste de couplage qui est isolé avec du SF6. C'est un gaz isolant. Oula, justement. ça devient technique. Donc, Oui. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui ressort? C'est du gaz. Alors, en fait, l'idée, c'est de pouvoir coupler, pouvoir alimenter différents départs. Ici, on a 2 lignes, on a 3 transformateurs. Grâce à On va les montrer, venez avec moi. Grâce à cet appareillage, on peut, avec les organes de coupure, on peut sélectionner la manière dont on veut alimenter les transformateurs qui ensuite alimentent le réseau de la SEIC. Donc, concrètement, Marc, qu'est-ce que ça veut dire? Que là, il y a de l'énergie qui vient. C'est l'énergie qui transite via les lignes à très haute tension, qui passe ensuite sur les transformateurs, qui transforment ensuite la haute tension en moyenne tension. Et cette énergie moyenne, enfin ces lignes moyenne tension sont ensuite redistribuées sur tout le réseau de la SEIC. Combien de ménages à combien de ménages est-ce qu'on distribue de l'énergie ici? Alors, les 6 communes desservies par la SEIC comportent environ 13 000 compteurs, donc 13 000 ménages. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, Marc, puisque ça fait 1 an que vous avez rejoint l'entreprise. Concrètement, votre métier, qu'est-ce que ça est au quotidien? À quoi ça ressemble? Alors, moi, je suis responsable du service réseau au sein de la SEIC. Ça comprend la partie donc distribution électrique, la petite partie protection électrique. Ça comprend aussi le chauffage à distance et puis l'éclairage public. Donc, j'ai différentes équipes à gérer. Et l'idée, c'est de s'assurer que les infrastructures sont fiables, robustes et qu'on ait une vision à long terme sur ces infrastructures. C'est des métiers qui sont dans l'ombre, malgré le fait qu'on utilise de l'électricité et de la lumière. On a peut-être eu plus conscience de ça au moment des crises. Est-ce que peut-être aussi l'approche que les gens ont de votre métier est devenue un petit peu moins obscure parce qu'aujourd'hui, on parle un petit peu plus de ces métiers? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine mise en lumière. Après, il y a beaucoup de choses qui est faite en fait dans l'ombre, comme vous l'avez dit, qui n'est pas forcément connue parce que c'est vrai que c'est très technique. Pour les personnes, l'électricité, c'est un acquis. Alors, il faut savoir que quand même derrière, beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup d'équipements qui sont nécessaires pour acheminer et puis pour produire cette énergie. C'est vrai que c'est des fois, c'est simple, mais c'est aussi complexe. Avec une manière aussi de former les citoyens, beaucoup de courses d'école aussi qui viennent. L'idée, c'est quoi? C'est finalement de dire que l'électricité est pas gratuite et accessible comme ça
toute seule? Non, c'est clair que l'électricité a un coût pour la produire, un coût pour l'acheminer, et c'est vrai que voilà, il faut aussi comment dire, que les gens s'en rendent compte, en effet. Ouais. Alors on va s'approcher un petit peu de ces bêtes-là parce qu'elles sont impressionnantes. J'ai oublié le nom, mais rappelez le nom, Marc. Alors ça, c'est un GIS. Un GIS. Ça aussi, hein, on sait que la SEIC tient à cœur d'être à la pointe de la technologie. Comment on fait pour trouver toutes ces machines? Est-ce qu'il y en a qui sont produites ici sur place à Gland? Elles viennent d'ailleurs? Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces outils-là? Alors, ce type d'appareillages sont produits généralement en Europe, pas forcément en Suisse. Après, il y a très peu de fournisseurs. Il y en a 2 ou 3, des fournisseurs importants qui produisent dans toute l'Europe. Voilà. Donc, il peut y avoir une partie qui est produite en usine, en Suisse, pardon. Mais la majorité des composants sont généralement produits en Europe ou dans le monde. Alors, on parle évidemment sous le contrôle de Monsieur Giesiger en plateau. D'ailleurs, on vous repasse la parole, Alexandre. Merci, Marc, pour cette visite. Très belle journée à vous. Merci. Bonne journée également. Merci beaucoup Andrea pour cette visite et merci à Marc aussi de nous avoir expliqué à la fois son métier, de nous avoir bien montré les principaux pôles, je vais y arriver, de la SEIC. Dieter Giesiger, on parle de distribution d'énergie. Je rappelle donc que 99% de l'énergie que vous revendez vient d'ailleurs. Elle est achetée en Suisse, mais de la Suisse, eh bien, elle est achetée sur le marché européen de l'énergie, la bourse. Pour rappel, eh bien, j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent à regarder l'émission Éco-Région que j'avais fait en votre compagnie, où nous détaillons justement la manière dont ça fonctionne et où nous parlions aussi de la crise énergétique. Mais pour revenir justement à ce faible taux de production maison d'énergie, comment est-ce qu'on fait pour, justement, à l'avenir, pour que la SEIC tende à développer de plus en plus sa propre production d'énergie et à avoir le plus de contrôle possible, à avoir la main sur l'énergie qu'elle produit et qu'elle revend, à dépasser ces 1%, justement? Mais effectivement, c'est un des objectifs dans la transition énergétique, c'est d'augmenter notre part de production. Maintenant, comme j'ai mentionné, la région, elle n'a pas des ressources immenses au niveau hydraulique pour pouvoir turbiner encore davantage d'eau. Ça, on peut peut-être doubler au lieu d'avoir 0,5%, passer à 1 ou 1,5%. Mais donc, vous nous le disiez, il faut investir dans le solaire, principalement, c'est ça? Solaire. Alors, mais là aussi, il faut quand même bien comprendre qu'aujourd'hui, la Confédération, ou la Suisse, la Confédération, elle incite les gens vraiment de produire leur propre électricité sur le toit à travers les panneaux photovoltaïques. Alors notre rôle finalement d'un distributeur qui achète de l'énergie et qui la distribue à ses clients, elle va dans le futur, elle va changer. Il y en a, grosso modo, notre terre doit probablement produire grosso modo 1/3, quelque chose de ce type-là. Avec ces panneaux photovoltaïques. Alors nous, on devient beaucoup plus un acteur qui garantit, entre guillemets, une stabilité à tous les moments de la journée, de la saison, du réseau électrique, que tout le monde a une qualité de fourniture, parce que, voilà, vous connaissez les fameux 230 volts, il doit rester dans des limites et ces choses-là. Et notre rôle d'un distributeur, entre guillemets, on achète et on distribue aux clients, on va devenir un acteur qui régule finalement, qui reprend de l'énergie excédentaire, qui l'achemine à des clients qui en ont un besoin, et puis finalement qui malgré tout fournit encore de l'énergie à des gens qui n'ont pas suffisamment. Mais ça ne vous inquiète pas justement? C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que l'État incite les gens à s'équiper eux-mêmes, panneaux photovoltaïques, et à produire eux-mêmes leur propre énergie. Est-ce que ça ne fait pas un peu de l'ombre, finalement, à votre business à l'avenir? Ça va changer notre rôle. Ça va changer notre rôle. Aujourd'hui, qui met dans le rôle de revendeur, on va devenir beaucoup plus quelqu'un, j'utilise un terme bancaire, un broker, qui en rachète à certains moments, qui distribue à d'autres, qui regarde sur la stabilité. Notre rôle va changer. On ne va plus être un pur distributeur. On doit vraiment garantir la stabilité du réseau électrique, que tout le monde en a l'électricité au bon moment quand il en a besoin. Il faut aussi comprendre que dans la transition énergétique, l'électricité va jouer encore un rôle plus important. Par exemple, les pompes à chaleur.
On prévoit que d'ici 2040 environ, il y en a la moitié des besoins en énergie des personnes soient fournis par l'électricité. Aujourd'hui, on utilise encore le gaz, on utilise encore le fossile, mais si on veut sortir de la problématique du CO2, automatiquement, on se tourne vers l'électricité pour fournir l'énergie que les gens ont besoin. Ouais. Et justement, un dernier mot, Dieter Giesiger, parce que si on parle de futur, on parle de photovoltaïque, certes, mais on parle aussi de thermoréseau, du chauffage à distance, ou de la géothermie. Pour rappel, il y avait ce projet d'Energeo à Vinzelles, qui s'est soldé malheureusement par un échec pour aller chercher, puiser l'eau chaude dans nos souterrains. Où est-ce qu'on en est de ces différents projets en termes de géothermie et de chauffage à distance ? Aujourd'hui, effectivement, pour le projet de Vinzelles, on n'a pas trouvé l'eau à la profondeur qu'on a visée, qui était au-delà de 2000 mètres. Et puis, finalement, on s'est rabattu sur un plan B et on a exploité l'eau qui se trouvait, grosso modo, autour de 1000 mètres. Cette eau, évidemment, était 30 degrés moins chaud, alors seulement 33. Mais malgré tout, finalement, cette eau, on peut la valoriser pour chauffer les bâtiments. Il faudrait utiliser des pompes à chaleur pour augmenter la température à quelque chose comme 60 degrés et puis de pouvoir la distribuer. Et puis finalement, il vaut toujours mieux extraire de la chaleur à un eau de 33 degrés que d'aller chercher de l'eau dans le lac qui est grosso modo seulement à quelques degrés, 4 ou 5 degrés. Mais vous croyez toujours en la géothermie, honnêtement ? Aujourd'hui, la géothermie, on a quand même constaté, il y en avait quelque chose qu'on a cherché, c'était au-delà de 2000. Aujourd'hui, mon constat est plutôt personnel, c'est finalement la Suisse, elle a aujourd'hui, dans les 30-40 dernières années, elle est parvenue à trouver de l'eau à 1000 mètres, à environ 30-40 degrés. Ça, on est parvenu, il y a des projets en Suisse, mais nous, on voulait justement aller plus loin, aller trouver de l'eau directement ici, à la région. Et ce pas-là, aujourd'hui, en Suisse, finalement, il n'est toujours pas franchi. Et c'est probablement des générations futures qui vont comprendre comment exploiter ça. Voilà, il y en a aussi, pour cette raison-là, que la Confédération nous a largement soutenu des subventions. Parce qu'aujourd'hui, voilà, aller plus loin que les fameux, grosso modo, 1000 mètres, c'est encore compliqué. C'est compliqué. Voilà donc de quoi poser un petit peu le décor pour l'avenir, justement. Avec vous, Dieter Giesiger. En attendant, j'ai envie de dire bon anniversaire. Voilà, les 125 ans de la SEIC. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci beaucoup. Merci à Dieter Giesiger et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission hors cadre consacrée à l'énergie et principalement à l'anniversaire de la SEIC qui nous concerne ici dans la région de Gland et environ. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.